Olivier Deillan, président de Mon Partenaire Patrimoine, qui veut remettre le sujet des retraites chapeaux pour les dirigeants sur la table. Rebonjour. Moi, je crois que j'ai commencé dans le métier, c'était Zacharias chez Vinci. Oui, il y a eu quelques Ça nous ramène plus de 10 ans en arrière. Donc je pensais que... Non, mais non. Oh, c'est pas une question d'âge. Non, mais je pensais que ce sujet était définitivement rayé de la carte, à coup de taxes, notamment, Jérôme. Et oui, Grégoire, et pourtant, je vous annonce aujourd'hui, pour ceux qui ne l'auraient pas détecté, le grand retour des retraites chapeaux. Ouais. Et ce grand retour des retraites chapeaux, figurez-vous que, en fait, il nous vient par l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est qu'il y avait les régimes, en matière de retraite par capitalisation, vous savez, il y a les régimes à cotisation définie, c'est notre fameux plan d'épargne retraite. J'en profite pour dire à tous nos auditeurs que s'ils ne se sont pas encore occupés, ouvrez des PER. Voilà, il faut que tous les Français aient un PER, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour ceux qui en ont un, il faut qu'ils vérifient qu'il est bon et qu'ils l'alimentent avant la fin de l'année dans de bonnes conditions, en recalculant leur disponible. Bon, ça c'est fait. Voilà. Après, il y a un deuxième grand type de retraite, les retraites par capitalisation à prestation définie. Et là, c'est tout l'inverse. Au lieu de mettre des sous, d'attendre de voir ce que ça va donner comme rendement, et c'est ce que ça a accumulé qui va donner la rente, on définit le montant de prestation, le montant de rente qu'on souhaite, et on ajuste l'argent qu'on épargne en conséquence. D'où cette idée de retraite chapeau. Voilà. Exactement. Et ça se fait au sein de l'outil professionnel. Et effectivement, ça a été utilisé pour faire des retraites très, très, très copieuses à des grands patrons qui ont parfois un peu exagéré. Ça a défrayé la chronique, donc on a surtaxé, on avait tué l'outil. Bon. Et comment c'est revenu par l'Europe alors ? En 2014, il y a la fameuse directive européenne visant à faciliter la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne. Et les retraites chapeaux, elles fonctionnaient avant sur le modèle de je dois liquider, partir en retraite en étant toujours dans l'entreprise qui m'a consenti l'avantage pour pouvoir toucher ma pension. Donc c'était conditionné à la présence dans l'entreprise le jour où je prends ma retraite. Et en fait, cette directive visant à faciliter la mobilité des travailleurs a dit pas du tout, c'est un frein à la mobilité. On doit donc pouvoir bénéficier d'une retraite chapeau, une garantie de rente, qu'on acquiert au fur et à mesure du temps dans l'entreprise. Et si on quitte l'entreprise, même si on ne prend pas sa retraite, on part avec ses droits. Et c'est ça qui a obligé la France, comme tous les États de l'Union européenne, à adapter la directive, à la transposer, comme on dit, et à relancer le sujet. Alors, vous me dites 2014. Pourquoi vous nous en parlez maintenant ? C'était il y a 7 ans. Alors, compte tenu des scandales qu'il y a eu, en fait, l'État français était comme une poule qui a trouvé un couteau. Et donc, il a mis jusqu'en 2019, précisément l'été 2019, pour enfin... Il a trouver une manière de transposer ça. Et puis, le temps qu'on ait les textes d'application, etc., en fait, c'est seulement maintenant qu'on sait vraiment utiliser ce nouveau dispositif au profit des cadres d'une entreprise ou d'un dirigeant qui n'a rien prévu pour sa retraite, autre que la cession de son outil de travail. Est-ce que ça rend le dispositif, alors je mets beaucoup de guillemets, autant tout ça, un peu plus éthique et moral. Le libéralisme est aussi une chose morale, quelque part, Jérôme. J'adore votre question, Grégoire, parce que évidemment, la raison pour laquelle ça avait défrayé la chronique, c'est bien qu'il y a des patrons qui avaient naufragé leur boîte et qui s'étaient gavés en touchant un avantage indu qui avait été considéré comme scandaleux. C'est ça qui avait entraîné la mort de ces régimes. Et en fait, évidemment, dans la transposition, et c'est là où c'est remarquable, c'est que je ne vais pas vous dire que la retraite chapeau est devenue, ou cette nouvelle retraite chapeau est complètement éthique et responsable, mais en fait, oui. Elle l'est. Alors, elle l'est pour de multiples raisons que je peux vous évoquer très rapidement. Bien sûr, c'est le but. Alors, d'abord, disons d'abord quels sont ses avantages, puis je vous dirai pourquoi elle est éthique et responsable. Ses avantages, c'est qu'elle est désormais discrétionnaire. Je peux choisir, sans nécessité de collège objectif, etc., je peux dire qui va en bénéficier dans l'entreprise de façon complètement discrétionnaire. Ma seule contrainte, c'est validation par le conseil d'administration et présentation aux partenaires sociaux pour information, si jamais il y a une représentation du personnel. Et c'est donc des droits portables à acquisition progressive, donc je peux bien progressivement faire acquérir des droits, et c'est là où ça devient responsable, puisque je ne peux pas dépasser chaque année en acquisition de droits plus de 3% du revenu d'activité. D'accord. Et je plafonne en tout, tous employeurs confondus, à 30% de mon revenu d'activité. Autrement dit, le super chèque en blanc qu'on signe à quelqu'un qui va rester 6 mois dans la boîte et qui va se prendre 1 million de retraite, ça, on peut plus le voir. Terminé. Voilà. Et quand il s'agit d'un mandataire social ou d'un cadre qui gagne plus de 8 plafonds annuels de la Sécu, on est en train de parler de rémunération supérieure à 300, 330 000 euros, d'accord ? À ce moment-là, il doit même y avoir des conditions de performance pour pouvoir acquérir ses droits chaque année de maximum 3% de ma rémunération. Et en plus, je ne peux pas
trouver une clause d'indexation et de revalorisation des droits acquis qui permettrait d'inflater la promesse en cours de route après acquisition, parce que je ne peux pas revaloriser plus que le plafond annuel de la sécurité sociale, comme vous le savez, et je l'ai depuis 3 ans, donc c'est assez raisonnable comme chose. Mais on sent quand même, on parle tous à beaucoup de gérants, on sent quand même que les sujets de gouvernance dans la grande thématique ESG sont passés par là, et que effectivement, ce type de dispositif ne peut pas nous ramener à ce qu'on connaissait il y a 10 ans en arrière. Et le grand retour de ces retraites chapeaux, telles qu'elles ont été conçues, acquisition de droits progressifs, conditions de performance le cas échéant, plafonnement des droits que je peux acquérir chaque année et plafonnement au total, permettent vraiment d'en faire un outil ultra responsable. Dernier point, et il n'est pas des moindres, et vous connaissez mon combat pour l'épargne retraite collective, pour tous les Français, je ne peux pas mettre en place un régime de cette nature-là dans mon entreprise si je n'ai pas par ailleurs un dispositif collectif de type PERECO ou EPEROB, plan d'épargne retraite obligatoire, pour l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc il y a un lien donnant-donnant. Je m'en occupe pour moi et mes cadres. Je dois m'en occuper pour l'ensemble de mes collaborateurs. C'est pour ça que je dis que cette nouvelle retraite chapeau, en fait, on ne devrait plus l'appeler comme ça, pour éviter que les gens se disent « Ah, oui, c'est ça le problème, c'est un super outil ». Il faudra trouver une terminologie adaptée. Retraite par capitalisation pour les cadres et dirigeants techniquement. Ou retraite d'entreprise assortie d'un régime collectif, pour bien montrer ce caractère responsable. Maintenant qu'on a le détail et que tout a été transposé en droit français, qu'on a le cadrage effectivement de ce dispositif, à qui est-ce qu'il peut s'adresser aujourd'hui en priorité? Qui sont les patrons, dirigeants, mandataires sociaux qui peuvent être peut-être la première cible de ce genre de dispositif? Alors nous, on identifie clairement 2 cibles chez mon partenaire patrimoine. La première, et ça nous rapproche du débat tout à l'heure sur l'immobilier d'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise, plutôt TPE, PME, qui n'a rien prévu pour sa retraite et dont la boîte fonctionne bien, ce qui fait qu'il a une trésorerie excédentaire au-delà de son besoin, du financement de son besoin en fonds de roulement. Vous savez que quand on vend sa boîte, on en a parlé pour l'immobilier tout à l'heure, l'acheteur valorise rarement le cash excédentaire à l'intérieur. Et donc si vous avez du cash, vous pouvez très bien extraire ce cash de votre outil professionnel, le transformer en complément de pension pour vous. Évidemment, souvent, les patrons de TPE ou de PME qu'on accompagne comptent beaucoup sur la cession de leur outil de travail pour financer leur retraite. Mais en fait, c'est toujours ça qu'ils auront fait, sans pénaliser la capacité de leur entreprise à financer leurs besoins en fonds de roulement, sans pénaliser leur capacité à la rendre attractive pour un acheteur qui ne valorise pas la poche de cash excédentaire. Ils la sortent progressivement dans les conditions d'encadrement qu'on a dites. Ils font quelque chose pour tous leurs collaborateurs s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et ils peuvent quand même, s'ils sont à 5 à 10 ans de leur retraite, aller jusqu'à 15 à 30% de leur revenu d'activité en pension complémentaire. Oui, c'est ça. Ça crée un socle, effectivement, quand même non négligeable de ce point de vue. Première cible, dirigeants de TPE, PME qui ne s'en ont pas occupés, qui ont de la trésorerie excédentaire, qui sont à 5 à 10 ans de la retraite, c'est évident. Ils devraient tous décrocher leur téléphone, faire l'ingénierie. Voilà. Deuxième cible, évidemment, quand on est dans des entreprises un peu plus grandes, on va s'occuper des cadres dirigeants ou des principaux cadres qui, comme vous le savez, sont les plus pénalisés par la chute des taux de remplacement des réformes successives des régimes par répartition. Ce n'est pas illégitime de s'occuper de leur retraite puisqu'ils vont être plus pénalisés par la répartition. Et donc là, on peut mettre des choses ciblées quand on a des holdings d'animation, qu'on a regroupé son management, ou tout simplement sur une entreprise d'exploitation toute simple où on peut isoler ces personnes-là. Et c'est d'autant plus acceptable désormais qu'on s'occupe de ceux qui sont plus pénalisés par la chute de la répartition, mais on a mis quelque chose de collectif pour l'intégralité des collaborateurs, donc c'est un jeu gagnant-gagnant pour tout le corps social. Mais ça devient un outil d'attractivité même pour certaines entreprises de ce point de vue-là. Et alors surtout, quand vous voulez recruter des jeunes, aujourd'hui on a tous des difficultés de recrutement dans tous les secteurs, quand vous voulez recruter des jeunes et que vous êtes en compétition avec les autres entreprises, quand vous leur promettez, quand c'est des ingénieurs un peu pointus, des cadres commerciaux, etc., vous leur promettez une retraite chapeau qui à l'époque était conditionnée au fait qu'il fallait qu'il y ait 40 ans dans la boîte, portage, bien sûr. Vous jetiez l'argent par la fenêtre, entre guillemets. Et donc désormais, vous pouvez leur dire, ces droits seront acquis, tu partiras avec. Et donc c'est finalement le fait que je puisse partir avec mes droits et non pas être obligé d'être dans l'entreprise le jour où je prends ma retraite, est finalement plus fidélisant que ça n'était pour les talents que vous cherchez à recruter. Sur le plan fiscal, des cotisations sociales, quel est le traitement qui s'applique là ? Alors là encore, c'est très raisonnable. C'est-à-dire que je ne veux pas vous dire que c'est un paradis fiscal, mais je vais dire que c'est raisonnablement taxé. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pour une entreprise, tout ce que vous mettez dehors pour externaliser la provision, l'engagement que vous faites auprès d'un assureur, en fait, c'est déductible. C'est une charge déductible de l'impôt sur les sociétés. Deuxièmement, vous payez une somme de cotisation sociale qui aujourd'hui est quasiment 29,7%, presque 30%. Donc ça veut dire que c'est quand même taxé. Ça contribue au financement de nos régimes sociaux, mais c'est moins cher que si vous avez donné du salaire que les gens avaient épargné après avoir payé l'impôt. Ça, c'est évident. Première chose. Et puis ensuite,
pour les pensions qui sont servies, là, il y a 2 niveaux de taxation. Bon, c'est taxé au régime des pensions, et puis il y a des prélèvements sociaux avec 2 niveaux. Un niveau très raisonnable pour les petits montants de pension, et puis quand vous exagérez un peu, vous allez chercher des montants de pension très élevés, à ce moment-là, c'est un peu surtaxé, mais après tout, c'est pas complètement illégitime. Donc, finalement, on est assez à l'abri on est désormais complètement à l'abri d'un nouveau phénomène d'exagération, de goinfrerie, si vous me passez l'expression, comme on a pu le connaître. Oui, il y a les garde-fous sont là aujourd'hui. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Parce que c'est conditionné, vous l'avez dit, à des dispositifs collectifs. Est-ce que ça peut freiner le chef d'entreprise, le patron de TPE, justement, qui se dit, oulala, il va falloir que je... Alors là, en fait, vous avez 2 sortes de patrons en France. Vous avez une immense majorité qui sont des patrons partageux. À partir du moment où ils créent de la richesse, ils comprennent que c'est le jeu du collectif. Et ceux-là, ils sont soit déjà équipés en mécanisme de partage du profit, d'intéressement, de participation, de plan d'épargne retraite collectif, etc. Et puis vous avez ceux, vraiment une fraction minoritaire, qui dit c'est tout pour moi. Bon. Même ceux-là, en fait, quand on voit l'avantage pour eux de mettre en place ce régime avec ces nouveaux régimes de retraite chapeau, encadrés, responsables, etc., peuvent basculer assez facilement quand ils voient l'équilibre global. Et on arrive assez facilement à les convaincre que mettre en place le collectif pour pouvoir en bénéficier pour eux, finalement, ce n'est pas une si mauvaise affaire, ni pour eux, ni pour leur boîte. Non, mais c'est intéressant. Vous dites c'est parti d'Europe en 2014, mais le cheminement fait que ça arrive maintenant chez nous. Mais donc là, en termes c'est une vraie verticale de conseil nouvelle qui s'ouvre pour l'industrie patrimoniale et mon partenaire patrimoine ou d'autres. Il y a de nouveau une zone de conseil et d'ingénierie. Voilà. Après, sur la facilité de mise en œuvre, question que vous posez, en fait, c'est très simple. C'est une décision unilatérale de l'entreprise. Je peux choisir les gens de façon discrétionnaire. J'ai juste décision de conseil d'administration pour mes mandataires sociaux, conditions de performance pour mes mandataires sociaux ou mes très fortes rémunérations. C'est une des parties responsables du schéma. Et puis, je dois informer mes partenaires sociaux s'il existe. Mais dans une TPE-PME, c'est très facile à faire. Ensuite, il y a une petite difficulté qui est comme le truc est assez nouveau et que les assureurs sont un peu à le regarder en se disant comment je fais. Il y a très peu d'assureurs aujourd'hui qui proposent des solutions opérationnelles que nous pouvons utiliser auprès de nos clients. Chez mon partenaire patrimoine, on en a identifié 2 ou 3. On est capable de les travailler et on fait très attention à 2 choses. Premièrement, évidemment, à mettre en place dans les bonnes conditions et à faire en sorte de ne pas indexer pour ne pas mettre en danger l'entreprise avec un passif, comme ça peut être le cas dans les prestations définies qu'on ne peut plus assurer. La deuxième chose, c'est qu'on fait très attention à utiliser des solutions d'assurance qui font faire au marché une grosse partie du comblement de passif, de l'effort pour tenir la promesse, et notamment avec des gestions d'allocation actifs passifs avec des unités de compte et pas seulement du fonds en euros qui ne rapportent rien. Voilà. Puis, options de rente, j'oubliais. Qualité des options de rente, souplesse des options de rente. Vous savez que tous les systèmes qui sortent en rente viagère, quand vous allez bénéficier de votre rente, vous ne savez pas à l'avance si vous serez en bonne santé, divorcé, marié, remarié, etc. Et donc, il faut, si vous cumulerez emploi-retraite, si vous aurez encore une fin de crédit immobilier à payer, et donc il faut toutes les options de rente possibles. C'est un des sujets des cahiers des charges que nous confions aux assureurs. Un commentaire, Sandrine? Boris Disgout. Oui, non, mais c'est intéressant de voir revenir ce sujet, effectivement, plus de 10 ans après les scandales qui ont marqué le capitalisme français. C'est reparti pour la retraite chapeau encadrée pour les dirigeants et cadres d'entreprise. Merci beaucoup à vous deux, Jérôme Dédéian, le président de Mon Partenaire Patrimoine, et Sandrine Kilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet, qui étaient nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse pour cette édition du vendredi consacrée à vos finances personnelles et vos questions patrimoniales. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.